Pour vraiment comprendre un personnage comme Saladin, il faut faire un bond en arrière, bien avant sa naissance même. Il faut remonter à l'événement qui a complètement redéfini son monde, la première croisade. C'est là, au cœur de cette onde de choc, que notre récit commence. Cette phrase, elle va nous servir de guide. Parce qu'au-delà des combats qu'on va décrire, la vraie question, c'est celle du leadership. Un vrai leader peut-il exister? Et si oui, comment? Au milieu de l'un des chapitres les plus violents de l'histoire. Ah, une précision importante avant de commencer. Pour cette analyse, on va s'appuyer uniquement sur des sources historiques islamiques. Le but, c'est de voir la première croisade à travers les yeux de ceux qui l'ont subie, tels qu'ils l'ont raconté. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Tout commence avec un discours, un seul homme, dont les paroles vont mettre en marche une force qui va changer la face du monde, pour toujours. Imaginez la scène. On est à Clermont, en France, en 1095. Une foule immense est là, des grands seigneurs aux simples paysans. Et tous sont suspendus aux lèvres d'un seul homme, le pape Urbain II. Et avec une ferveur incroyable, ces mots s'apprêtent à embraser tout un continent. Et voilà l'appel, simple, direct, mais d'une puissance folle. Partez, libérez la Terre Sainte. Cette phrase a suffi à mobiliser des milliers de personnes, à les pousser à tout quitter, leur foyer, leur famille, pour marcher des milliers de kilomètres vers l'Orient. Et cette marche, elle les amène jusqu'aux portes du monde musulman. Pour les habitants de la région, cette armée venue de loin est une force inconnue, menaçante. Ils vont leur donner un nom, les Franges. Bon, avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Les Franges, c'est comme ça que les sources arabes appellent les croisés. Leurs principaux adversaires à ce moment précis, ce sont les Seljoukides, une dynastie turque qui contrôle une grande partie de la région. Le sultan seljoukide Kiliç Arslan apprend que les Franges approchent de sa capitale, Nicée. Sa réaction? Presque un haussement d'épaule. Il est trop confiant, un peu méprisant. Et là, il commet l'erreur fatale de sous-estimer son adversaire. Et cette confiance va voler en éclats. La chronologie est brutale. En à peine plus d'un mois, sa capitale tombe. Pour le monde musulman, la rapidité de cette défaite, c'est un premier électrochoc. Alors, comment expliquer que ça soit allé si vite? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, le sultan avait tout faux. Les Franges n'étaient pas une bande désorganisée, mais bien une armée redoutable. Et surtout, il y a eu une trahison. L'empereur byzantin Alexis Ier, qui était en théorie un allié, a en fait négocié en secret la reddition de la ville pour son propre compte. En réalité, la chute de Nicée révèle une faiblesse bien plus profonde. Un mal qui ronge le monde musulman de l'intérieur et qui sera la cause principale de ces défaites. Une division politique et militaire abyssale. L'étape suivante pour les Franges, c'est la grande cité d'Antioche. Le gouverneur de la ville, Yagusian, il comprend le danger. Il envoie des appels à l'aide désespérés aux autres émirs musulmans de la région. Mais ces appels, ils restent lettre morte. Et c'est la question cruciale. Comment une force d'invasion a-t-elle pu pénétrer aussi profondément en territoire musulman sans rencontrer une opposition unie et massive? Cette citation qu'on retrouve chez les chroniqueurs résume toute la tragédie de la situation. Les émirs voisins, comme ceux d'Alep ou de Damas, étaient tellement absorbés par leur petite guerre de pouvoir qu'ils voyaient la chute d'un voisin comme une opportunité, pas comme une menace commune. L'idée de s'unir contre l'envahisseur ne leur venait même pas à l'esprit. Et cette division, elle est partout, à tous les niveaux. Les émirs locaux refusent de s'entraider. La seule grande armée de secours menée par Kerboga de Mossoul se désintègre à cause de querelles internes avant même de combattre. Et pire encore, plus au sud, la puissante Égypte fatimide fait une erreur de calcul tragique. Ils voient les Franges comme un moyen d'affaiblir leurs rivaux seljoukides. Ils vont même jusqu'à leur prendre Jérusalem en 1098 en croyant de manière complètement naïve qu'ils pourront négocier avec les croisés ensuite. Et cette erreur de jugement mène directement au point culminant, au moment le plus tragique de cette histoire. Les frangises n'avaient qu'un seul objectif final, et ils étaient maintenant à ses portes. L'année 1099. Une date qui restera gravée dans la mémoire collective comme celle d'une immense tragédie. Pour comprendre le choc de ce qui va suivre, il faut se rappeler ce que représente Jérusalem, ou Bayt al-Maqdis. C'est un cœur spirituel pour les trois grandes religions monothéistes. Pour les musulmans, c'est le site de la mosquée Al-Aqsa et du voyage nocturne du prophète. L'enjeu n'est pas seulement territorial, il est profondément spirituel. Le 15 juillet, les défenses cèdent. Les croisés se déversent dans la ville. Les chroniques de l'époque décrivent une scène de chaos, de massacre absolu. Les habitants, musulmans ou juifs, sont tués sans distinction dans les rues et jusque dans leurs maisons. Le cri de victoire des conquérants résonne au milieu du carnage. Pour le monde musulman, la chute de Jérusalem est un traumatisme sans précédent.
un jour sombre qui marque la perte d'un de ses lieux les plus sacrés. Mais c'est souvent dans les heures les plus sombres que les premières lueurs d'espoir apparaissent. La chute de Jérusalem ne marque pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, celui de la résistance. Mais ça va prendre du temps. Près de 3 décennies passent. Pendant ce temps, les États croisés s'établissent durablement dans la région. Le monde musulman, lui, semble toujours aussi divisé, toujours aussi impuissant. Et puis, un nouveau type de leader émerge. Imad ad-Din Zengi. Il est l'un des premiers à vraiment tirer la leçon de ces 30 dernières années. La division, c'est une condamnation à mort. Sa prise de parole est une prise de conscience. L'unité n'est plus une option, c'est la seule voie possible pour reconquérir les terres perdues. Sans le savoir encore, il est en train de poser les fondations de la future reconquête. Et cela nous ramène à notre thème de départ, l'histoire de Zengi et de ceux qui le suivront, comme son fils Nur ad-Din et plus tard Salah ad-Din, pose une question intemporelle. Face à des divisions si profondes, est-ce que la vision et la vertu d'un seul leader peuvent vraiment suffire à rassembler un monde brisé ? C'est le défi qui va définir toute l'époque à venir.